cette séance du conseil départemental par visioconférence ouverte. C'est à moi aujourd'hui de procéder à l'appel nominatif, donc je vais y procéder. Monsieur Daniel Adrian, alors je sais qu'il a subi hier une petite, je dis bien petite, opération chirurgicale, je ne sais pas s'il va nous rejoindre, sinon je vais nous enregistrer. Pierre Bill. Présent. Patricia Bonne. Présente. Alain Couchot. Présent. Max Delmont. Présent. Martine Dietrich. Merci. Je l'ai vu, Martine Dietrich. Présente. Et Daniel Adrian est en train de nous rejoindre. Sabine Drexler. Présente. Pascal Ferrari. Présent. Alain Grappe. Présent. Bernadette Groff. Présente. Michel Abig. Présent. Vincent Hagenbach. Il n'a pas de son, il vient de m'écrire, il n'a pas de son. Vincent n'a pas de son, on va essayer de régler ça, en tout cas il est présent. Émilie Elderley. Présente. Je prends ta place aujourd'hui, chère Émilie, tu vois, pour faire l'appel. Oui, tu fais très très bien. Yves Medinger. Oui. Nicolas Jander. Présent. Fatima Yann. Fatima, il me semblait l'avoir vue. Parce que pour l'instant, Fatima ne me semble pas être présente. Brigitte Klinkert, présente. Annick Lutenbacher. Présente. Monique Martin. Présente. Josiane Mélan-Vetter. Présente. Lara Millon. J'avais vu Lara. Présente. 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 Betty Muller. Présente. Lucien Muller. Présent. Marc Munk. Présent. Fabienne Orlandi. Elle a un souci, Madame la Présidente. Elle m'a appelé. Elle n'arrive pas à se connecter. Il y a le mot de passe qui ne passe pas. Monsieur Natter va tout de suite s'occuper d'elle. Monsieur Natter, si vous voulez bien. Donc, Fabienne Orlandi est présente. Elle va nous rejoindre sous peu. Karine Pagler-Hulot. Présente. Catherine Rapp. Présente. Marc Chitli. Présent. Pascal Schmidiger. Présente. Éric Stroman. Présent. Philippe Trimaille. Présent. Marie-France Vallat. Présente. Pierre Vogt. Il ne sera pas là. Pierre Vogt a donné une procuration à et Rémi Witt. Présent. J'ai indiqué une procuration. Oui, je voulais vous informer aussi que notre collègue Josiane Mélan-Vetter donnera à partir de 10h30, à partir de 10h, procuration à Monsieur Hagenbach, puisqu'elle va participer à une réunion sur la rentrée scolaire, tout comme d'ailleurs Pierre Vogt à partir de 10h avec la DAZEN. Alors, chers collègues, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, je propose que la séance se tienne à huis clos. Alors, à huis clos, avec la présence des journalistes que je salue également. Alors, sans débat, mais un certain nombre d'entre vous se sont inscrits au débat et évidemment, la parole sera ouverte, si vous le souhaitez, en plus des personnes qui se sont inscrites. Et notre réunion se tient à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Voilà. S'il n'y a pas d'opposition sur ce huis clos, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce huis clos? Je ne vois pas de main qui se lève. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ça ne me semble pas être le cas non plus. Donc, le huis clos est approuvé à l'unanimité. Je dois vous indiquer également que nos débats font l'objet d'un enregistrement et qu'un procès-verbal sera rédigé à l'issue de la séance en vue de son adoption lors de notre prochaine séance qui se tiendra le 19 juin. Je tiens également à vous signaler que notre prestataire H2Com assiste via Zoom à la séance et je l'ai déjà fait. Je vous signale que la presse est présente et je voudrais les remercier
et saluer Madame Annick Veul, qui est avec nous pour l'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace. Je voudrais saluer Monsieur Pascal Curie, qui est avec nous pour Radio Dreieckland, et saluer Monsieur Adrien Labi, qui est là pour Alsace 20. Voilà, je peux à présent prononcer mon discours d'ouverture traditionnel. Chers collègues, cela n'aura échappé à aucun d'entre vous. Notre séance n'a rien d'habituel. Dans les faits, rien n'est plus habituel dans la vie de notre département depuis plusieurs semaines. C'est avec courage que nous devrons accompagner et construire l'après. Peut-être encore un petit point technique, si vous voulez bien couper les micros tant que vous ne prenez pas la parole. Je vous remercie. J'espère, chers collègues, que chacune et chacun d'entre vous se porte bien, ainsi que tous ceux qui vous entourent et qui vous sont chers. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement et de santé à ceux de nos collègues et agents qui ont été frappés par la maladie. Je voudrais également, avant de continuer, que nous rendions ensemble hommage aux victimes et hommage aux héros de cette terrible crise. Chers collègues, je vous rappelle que les drapeaux du conseil départemental sont en berne. J'invite chacun et chacune de vous, là où il se trouve, avec tout son cœur et sa compassion, à observer 1 minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de l'épidémie et en solidarité avec leurs proches. J'ai une pensée particulière pour les élus qui nous ont quittés et notamment pour le territoire de Saint-Louis qui a été très frappé ces dernières semaines. Et nous avons une pensée particulière ce matin pour notre ami Jean-Marie Zelay et pour sa famille. Chers collègues, je vous propose de rester assis, mais je vous propose 1 minute de silence. Je vous remercie. À présent, j'aimerais également que nous applaudissions tous ces héros du quotidien qui font l'honneur et la fierté de l'Alsace. Et là, chers collègues, il faudra qu'on rallume les micros, sinon on n'entendra pas vos applaudissements. Les personnels soignants, les personnels des EHPAD et des services d'aide à domicile, les agents du service public, les pompiers, les policiers, les militaires, les salariés des supermarchés, les artisans, les commerçants, les routiers, les entreprises solidaires et mobilisées, les associations, les citoyens et tant d'autres que je n'ai pas cités. Voilà des années que nous parlions tous dans nos discours de l'humanisme alsacien et de l'humanisme rhénan. Cette Alsace solidaire, vibrante et bouleversante, qui a pris les choses en main dès les premières heures, est bien une réalité. À travers ses héros, elle le démontre tous les jours, depuis plusieurs semaines. Alors, chers collègues, applaudissons-les en guise de remerciement. Je vous remercie. Chers collègues, la dernière fois que nous nous sommes réunis, c'était le 6 mars, déjà dans des conditions particulières, puisque nous avions été contraints de siéger à huis clos, mais nous étions encore là en présentiel. Ce jour-là, notre pays comptait exactement 613 patients atteints du coronavirus et déplorait 9 décès, et le Haut-Rhin passait au stade 2, renforcé avant tout le pays. 7 semaines plus tard, ce dramatique compteur affiche près de 118 000 cas identifiés dans notre pays et hélas plus de 21 000 décès à l'échelle nationale.
Nous le savons, l'Alsace paie un lourd tribut à cette maladie, un très lourd tribut, avec un nombre important de décès dans les hôpitaux, dans les structures pour personnes âgées, mais aussi à domicile. Notre département a été, quant à lui, l'un des premiers foyers nationaux de l'épidémie. Aujourd'hui, il présente une surmortalité de plus de 128%, un taux qui monte à 175% pour la population âgée de 75 ans à 84 ans. Je suis malheureusement certaine que tous les Haut-Rhinois ont été touchés, soit dans leur chair, soit dans leur cœur, durant cette terrible période. Nos pensées les plus chaleureuses les accompagnent dans cette épreuve, d'autant plus que leur mobilisation contre cet ennemi, qui est un ennemi invisible, va encore devoir continuer, même si des signes encourageants apparaissent. Dès le début de cette crise sanitaire sans précédent, et tout particulièrement au plus fort de la vague, nous nous devions d'être présents aux côtés de nos concitoyens et de ceux qui les soignent, qui les protègent et qui les accompagnent au quotidien. Présents, chers collègues, nous l'avons été et nous le serons encore jusqu'au bout de la crise. Pas seulement parce que le mot solidarité est inscrit en tête de nos compétences et que nous mettons un point d'honneur à les exercer en toutes circonstances, mais aussi et surtout parce que l'esprit de solidarité est profondément, oui, profondément gravé dans notre ADN humaniste. Et que nos politiques s'inspirent bien de cette phrase du grand Albert Schweitzer, « Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. » Solidarité avec les Haut-Rhinoises et les Haut-Rhinois. Cela impliquait au minimum de contribuer à l'égard des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Grâce à un plan de continuité de l'activité rapidement mis en œuvre et remarquablement piloté par notre Direction générale des services, nos équipes sont restées mobilisées malgré les mesures de confinement. Soit sur le terrain, dans le strict respect des consignes de protection, bien entendu, soit en télétravail à partir de leur domicile. À cet égard, permettez-moi, chers collègues, de remercier, en votre nom à tous, nos collaboratrices et tous nos collaborateurs pour leur mobilisation de tous les instants et pour leur engagement si précieux à nos côtés. Et je prie Madame la Directrice Générale des Services qui est à mes côtés de bien vouloir transmettre tous nos remerciements à nos équipes. Solidarité avec les Haut-Rhinoises et les Haut-Rhinois, cela impliquait aussi de savoir dépasser nos compétences traditionnelles et de mener des actions volontaristes, souvent dictées par l'urgence, en soutien des patients, de leurs soignants et de leurs aidants, mais aussi en soutien de nos aînés et de leurs proches, de nos collégiens et de leurs familles, de nos entreprises et de leurs salariés, de nos associations et de leurs membres, de nos collectivités partenaires et de leurs administrés. Je ne souhaite pas revenir ici et maintenant sur chacune de ces actions. Elles vous sont toujours communiquées au fil des jours, au fil de leur mise en œuvre, et elles font systématiquement l'objet d'une large diffusion à destination du public. Certaines de ces actions seront d'ailleurs abordées à l'occasion de tel ou tel rapport inscrit à l'ordre du jour de notre séance. D'autres initiatives vont suivre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, notamment afin d'accompagner au mieux nos concitoyens et nos partenaires lors de la sortie progressive du confinement annoncée pour le 11 mai prochain par le Président de la République. C'est le cas, par exemple, de notre programme d'acquisition de 770 000 masques destinés à tous les Haut-Rhinois et fabriqués exclusivement en Alsace. Une opération que nous menons en partenariat étroit avec les intercommunalités du Haut-Rhin et le pôle textile Alsace et qui me donne l'occasion de remercier notre collègue Nicolas Jander ainsi que le président de l'Association des maires du Haut-Rhin pour leur forte implication dans cette démarche.
ce qu'il me tient surtout à cœur de partager avec vous au cours de ce rapide propos introductif, chers collègues, c'est cette conviction profonde et aujourd'hui encore renforcée qu'il ne peut y avoir de véritable solidarité au sens le plus large de ce terme qu'avec une réelle proximité. Car on l'a entendu durant ces dernières semaines, seule la proximité est en mesure de garantir l'indispensable réactivité et l'impérieuse efficacité de l'action publique. Surtout quand les circonstances rendent cette action cruciale, voire même vitale. Durant cette crise sanitaire, notre proximité se traduit de deux façons. D'abord par notre parfaite connaissance des besoins de nos concitoyens et de toutes les forces vives de nos territoires. Tout simplement parce que nous sommes, chers collègues, les interlocuteurs du quotidien. C'est en particulier pour cette raison que notre collectivité est étroitement associée à l'État et à ses services dans la gestion de cette crise. Ensuite, second atout de notre proximité, c'est notre très grande capacité à mobiliser nos partenaires, qu'ils soient alsaciens ou transfrontaliers. Je voudrais rappeler ainsi, par exemple, que ces opérations éclairs, on peut bien parler d'opérations éclairs que nous avons menées pour collecter puis pour distribuer des équipements de protection aux soignants et aux professionnels prioritaires, c'est-à-dire à ce jour plus de 330 000 masques, plus de 9 000 litres de gel hydroalcoolique et quelques 75 000 ponchos pour remplacer les fameuses surblouses. Je voudrais rappeler aussi et surtout les transferts de patients en direction des cliniques et des hôpitaux suisses et allemands qui ont permis de bien désengorger nos hôpitaux surchargés et de sauver des vies. Ils ont été rendus possibles grâce aux relations privilégiées que nous entretenons avec nos collectivités voisines depuis plusieurs années. Et elles prouvent bien que nous sommes certes des partenaires, mais nous sommes aussi des amis. Je tiens à remercier très chaleureusement le ministre-président Kretschmann du Land de Bade-Wurtemberg, ainsi que les autorités des cantons suisses voisins, les présidents et les ministres de la Santé de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura. Nous avons sans doute posé là l'une des plus belles pierres fondatrices du schéma de coopération transfrontalière dont l'adoption relèvera de la collectivité européenne d'Alsace. Cette proximité est synonyme de réactivité, elle est synonyme d'efficacité et elle sera l'un de nos atouts essentiels dans les temps à venir. Et ceci notamment quand il s'agira d'accompagner nos entreprises dans la relance de l'activité économique. Et je suis déjà en discussion pour cela avec les différentes branches professionnelles. Quand il s'agira d'aider nos associations à tisser du lien social, quand il s'agira d'aider nos établissements à rouvrir leurs portes sur le monde extérieur, quand il s'agira de soutenir nos collectivités partenaires dans la réalisation d'opérations d'investissement et quand il s'agira de rouvrir les frontières. À cet égard, sachez que je suis en contact permanent et avancé avec les autorités allemandes et suisses pour faciliter le plus rapidement possible le passage de nos travailleurs frontaliers. Certains d'entre eux doivent aujourd'hui faire un détour de plus de 60 km aller-retour pour finalement attendre 1 heure à la frontière avant d'être contrôlés. Ceci n'est pas tenable et le sera encore moins dans les jours à venir lorsque l'activité va reprendre. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai formulé plusieurs propositions concrètes hier lors du comité de coopération franco-allemande mis en place par le traité d'Aix-la-Chapelle. Oui, chers collègues, nous travaillons d'ores et déjà pour le jour d'après. Les rapports qui sont inscrits à l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui le démontrent et d'autres vont suivre, je peux vous l'assurer. Et ce, dès la prochaine réunion de la commission permanente où il va vous être proposé de créer
en liaison avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, un fonds de solidarité d'urgence au bénéfice de nos associations et entreprises alsaciennes. Avant d'aborder les rapports et pour conclure mon propos, j'aimerais partager avec vous un constat qui est extrêmement rassurant et positif, celui de cette extraordinaire chaîne de solidarité qui s'est construite au fil des semaines autour de nos malades et autour de nos soignants. Oui, chers collègues, le conseil départemental a été l'un des maillons essentiels de cette chaîne, et ce, grâce à votre mobilisation à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, chers collègues, et je tiens à vous en remercier, et grâce à la mobilisation de l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs. Grand merci à vous, grand merci à toutes et à tous pour cet exceptionnel engagement. Je veux aussi vous faire part d'un sentiment profond qui s'est encore considérablement renforcé en moi à l'occasion de la crise. Ce n'est qu'en laissant les collectivités locales agir, entreprendre et innover plus librement que notre pays sera à la hauteur des véritables défis du XXIe siècle. Car ce sont véritablement elles qui permettent au mieux de conjuguer proximité, réactivité, efficacité et solidarité. Ce sont là, je vous le rappelle, quelques-uns des principes qui nous ont conduits, chers collègues, à créer la collectivité européenne d'Alsace, qui va naître le 1er janvier prochain, dans, je crois, 252 jours. Une nouvelle collectivité alsacienne dont la pertinence et dont la cohérence se révèlent aujourd'hui avec encore plus d'évidence. En attendant, j'ose espérer que Paris saura tirer tous les enseignements de cette crise et se souvenir de l'action déterminante des élus locaux et des collectivités de proximité. J'ose espérer également qu'on nous fera pleinement confiance et qu'en réponse au courrier adressé récemment aux ministres Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, on nous permette de sortir de ce carcan de la loi NOTRe en mettant en place une clause de compétence générale dérogatoire, au moins pour une période exceptionnelle de 6 à 12 mois. Chers collègues, nul ne pourrait comprendre en effet que le gouvernement refuse de s'appuyer sur l'énergie et sur les moyens des collectivités et des acteurs locaux pour sauver le tissu économique, associatif, culturel et sportif de notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, chers collègues. Je donne à présent la parole à M. Pierre Bill, président du groupe Unis pour le Haut-Rhin. Pierre Bill, vous avez la parole. Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est non sans une certaine solennité que je prends la parole ce matin au nom des élus du groupe Unis pour le Haut-Rhin. En effet, la période de crise que nous traversons nous oblige et nous engage. Les rapports présentés lors de cette commission plénière attestent de notre volonté d'être au plus près des Haut-Rhinoises et des Haut-Rhinois, de toutes celles et ceux, notamment les plus vulnérables, qui attendent de leurs élus des actions concrètes en mesure de soulager leurs difficultés. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, depuis 6 semaines, nos concitoyens souffrent, certains malheureusement dans leur chair, et nous avons une pensée émue pour eux, leurs familles et leurs proches. Merci, chers collègues, d'avoir bien voulu observer une minute de silence en leur honneur. D'autres sont tiraillés par le risque d'être contaminés tout en étant à leur poste de travail. D'autres encore appréhendent l'après-confinement et la nécessaire cohabitation avec le virus. Tous méritent en tout cas notre respect et tous méritent que nous nous montrions à la hauteur du sang-froid dont ils ont su faire preuve.
pour endiguer la propagation du virus. Une mention toute particulière à l'ensemble des personnels soignants au sein des hôpitaux ou des EHPAD notamment, pour leur dévouement exemplaire, mais également à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont continué leurs activités et contribué ainsi au bon déroulement du confinement. Les applaudissements que nous leur avons adressés tout à l'heure représentaient un hommage pleinement justifié. Voilà pourquoi, depuis le début de la crise et les premiers signes inquiétants d'évolution du virus sur l'agglomération mulhousienne, la mobilisation du département a été totale, à l'image de sa présidente Brigitte Klinkert, dont je tiens à relever et saluer très haut l'implication et la force de persuasion remarquables qui ont permis de dénouer un nombre incroyable de situations complexes, en particulier la prise en charge de patients orinois dans les hôpitaux suisses et allemands et par conséquent leur maintien en vie. Qu'elle en soit très sincèrement remerciée et publiquement remerciée. Je vous propose que nous l'applaudissions tous ensemble. Chers collègues, vous l'aurez compris, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, car il est de notre impérieux devoir de défendre avec détermination l'intégrité sociale, sanitaire et économique de notre territoire. Les mesures présentées ce matin se veulent concrètes et pragmatiques. Elles renforcent, accompagnent, anticipent et mettent en relation. Elles construisent en quelque sorte tout un réseau de solidarité destiné à améliorer la bonne gestion de l'épidémie et la sortie progressive de la période de confinement. Si dans un premier temps, le département s'est focalisé sur l'approvisionnement en urgence des matériels indispensables à la poursuite de l'activité dans les EHPAD, les services d'aide à domicile, les établissements accueillant des personnes handicapées, les enfants en danger, domaine qui rentre dans notre sphère de compétences, il a également pris l'initiative de lancer et coordonner de vastes campagnes transformant l'hôtel du département en véritable plateforme de collecte et de distribution. Nous avons également pu mobiliser les personnels volontaires de la collectivité, que ce soit pour aider les équipes soignantes dans les établissements médico-sociaux ou tout simplement pour y assurer la vie quotidienne. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour mettre en avant plus largement tout le travail réalisé par les agents de notre collectivité dans le but de maintenir la continuité des services publics les plus essentiels aux habitants, en particulier pour les personnes les plus vulnérables dont le département a la charge. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. Grâce à l'activation du plan de continuité de l'activité dès le 16 mars dernier, il a été en effet possible de garantir le versement des aides et l'accompagnement des personnes les plus démunies, mais également de coordonner un grand nombre d'actions destinées à accompagner les Orinois pendant la période de confinement, comme par exemple la distribution de 1300 équipements numériques permettant de faciliter la continuité pédagogique au sein des familles. Grâce au département, la solidarité transfrontalière n'a pas été un vain mot, comme vous l'avez fort justement rappelé, Madame la Présidente. Elle a permis la prise en charge de plus de 130 patients alsaciens qui ont pu ainsi être accueillis à l'étranger, ce qui a permis de desserrer d'autant la pression sur les services de réanimation des hôpitaux alsaciens. Plus récemment, notre collectivité s'est engagée à financer et organiser une campagne de dépistage sanguin du coronavirus dans 10 EHPAD. De la même manière, dans le cadre de l'allègement du confinement prévu dans les EHPAD, nous avons prévu de leur apporter un soutien à la fois technique et financier pour leur permettre notamment d'aménager les futurs espaces réservés aux visites et d'ajuster l'organisation spatiale des locaux. Parmi toutes les interventions menées, je voudrais encore mentionner la mise en relation entre clients et producteurs locaux permise par notre collectivité afin que chaque Orinois puisse avoir accès à des produits frais locaux de qualité en cette difficile période de confinement, car soutenir le tissu économique et associatif est tout simplement primordial.
Il s'agit bien évidemment pour notre collectivité de ne laisser personne au bord du chemin. Si le coup porté par cette crise est rude, il nous revient d'anticiper et de préparer activement le redémarrage de l'activité économique, seul vecteur de croissance. Voilà pourquoi nous souhaitons abonder aux côtés des autres collectivités le fonds Résistance destiné à venir en aide à nos entreprises et à nos associations qui emploient du personnel à hauteur de 1 520 000 €. Nous prévoyons également de maintenir nos projets d'investissement et de soutenir l'effort d'équipement des autres collectivités locales en liaison étroite avec nos partenaires, l'ADIRA, l'ADT et l'ADOR. De la même manière, il nous paraît indispensable de maintenir les subventions aux associations, car c'est bien tous ensemble que nous réussirons à sortir de cette crise. Toutes les actions d'entraide et de solidarité entre les personnes, tous les projets de développement local seront à prendre en compte en mobilisant prioritairement les entreprises industrielles locales, à l'instar du pôle textile Alsace, sollicité pour la confection des 770 000 masques dans le cadre de l'opération « Un masque pour les Orinois ». Ce qui fait notre solidité et notre richesse, c'est bien l'intelligence collective et l'intelligence de nos territoires, et cette crise met une nouvelle fois en évidence la pertinence de l'échelle d'intervention de notre département pour répondre au quotidien aux légitimes préoccupations de nos concitoyens. Vous l'avez également souligné dans vos propos introductifs, Madame la Présidente. Cette séance, mes chers collègues, atteste de cette réalité et de notre volonté de répondre au plus juste et au plus près des besoins de nos concitoyens. Si l'État doit définir le cadre, il est de notre devoir, en concertation avec l'ensemble des acteurs institutionnels, collectivités, chambres consulaires, réseaux économiques, de définir les leviers et actionner pour que localement, les effets se fassent sentir le plus efficacement possible. Aujourd'hui, c'est le département du Haut-Rhin. Demain, ce sera au tour de la collectivité européenne d'Alsace d'assurer cette mission fondamentale d'entraide et de soutien envers tous ses habitants et tous ses territoires. Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, cette première salve de mesures d'urgence que nous aurons à valider ce matin était indispensable à déployer et devrait permettre de limiter les effets extrêmes de cette épidémie. Beaucoup reste à faire, mais je voudrais rappeler cette citation du médecin sociologue Gustave Le Bon, qui doit encore un certain temps gouverner nos actes. L'héroïsme peut sauver un peuple dans les circonstances difficiles, mais c'est l'accumulation journalière de petites vertus qui détermine sa grandeur. Restons donc vigilants et prudents, car il ne s'agit pas de lever la garde et de se relâcher. Mais nous devons aussi nous préparer pour être au rendez-vous de la reprise. Les Orinois l'attendent de nous. Madame la Présidente, chers collègues, les rapports qui vous sont présentés ce matin et les mesures proposées attestent de notre volonté de rester aux côtés des acteurs majeurs de cette crise sanitaire, mais aussi de notre volonté de participer activement et efficacement à la reprise de l'activité économique de notre département. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Pierre Bill. Merci de tout cœur aussi, chers collègues, pour vos applaudissements. Je me permets de vous les renvoyer et de les partager aussi avec toutes nos équipes du Conseil départemental. Je crois que ce qui fait notre solidité, c'est le grand climat de confiance qui existe entre nous, c'est l'union et ça, c'est juste pour moi, j'ai envie de dire, le levier qui me donne, à moi et à toutes les équipes qui nous entourent, une grande énergie. Permettez-moi aussi de partager tout particulièrement ces applaudissements avec notre premier vice-président, avec Rémi Witt, qui est un soutien de tous les instants. Merci de tout cœur, Monsieur le Premier vice-président. La parole à présent est à Monsieur Nicolas Jander, président du groupe UDI indépendant. Cher Nicolas. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Notre département paye un lourd tribut à la pandémie
qui affectent le pays et le monde tout entier. C'est en effet dans le Haut-Rhin que nous comptons le plus de décès parmi tous les départements français. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière et de saluer fraternellement celles et ceux qui, parmi nous, chers collègues, ont été touchés par le virus. Notre Assemblée a elle-même été très affectée et comme président du groupe UDI et indépendant, membre de l'intergroupe, je veux adresser à toutes celles et ceux qui luttent en ce moment contre la maladie, que ce soit dans le pays, dans le département, ou plus près de nous, parmi nos agents, ou au sein de notre Assemblée, mes vœux les plus amicaux de prompt rétablissement. Nous faisons face, ça a été dit, à une crise sanitaire inédite qui nécessite des décisions dans l'urgence, une réactivité et une agilité intellectuelle pour repenser nos politiques publiques. Chacun à sa place a un rôle important à jouer, comme citoyen, en respectant des règles contraignantes du confinement, comme maire, pour coordonner les mesures à l'échelle de chaque commune, comme conseiller départemental, pour s'assurer que les publics qui relèvent de nos compétences soient le plus protégés possible. On pense bien sûr à nos aînés dans les EHPAD. Chacun d'entre nous a pu se rendre utile en prenant contact avec la direction des établissements pour s'assurer qu'il ne manquait de rien. Et lorsque cela était hélas le cas, pour alerter, faire remonter l'information et, j'allais dire surtout, trouver des solutions. Je pense notamment à ce que nous avons pu faire pour trouver du matériel de protection, des masques, des visières ou des surblouses, sans parler des tablettes distribuées pour garder un minimum de contact avec les familles et lutter contre l'isolement, cet autre fléau en période de confinement. Je salue aussi notre action qui a consisté à mettre un ordinateur à disposition de nos collégiens qui n'en avaient pas, afin qu'une continuité pédagogique puisse aussi être assurée pour eux. Nous avons beaucoup parlé ces derniers mois, et Madame la Présidente en a parlé dans son propos introductif, nous avons beaucoup parlé ces derniers mois de la coopération transfrontalière, de l'Alsace située au cœur de l'Europe. C'était, il est vrai, un beau slogan, mais sans penser que cette coopération allait s'incarner durant cette crise sanitaire dans les transferts de malades chez nos voisins et amis suisses et allemands. Cette solidarité dont ils ont fait preuve à notre égard, comme la solidarité d'autres hôpitaux, d'autres régions françaises, cette solidarité nous oblige et nous ne l'oublierons pas. Après l'urgence de la crise sanitaire, nous devons anticiper, préparer l'après-confinement. C'est tout le sens de l'action Un masque pour chaque habitant du département qui a une double valeur. Protéger la population lors de cette phase de transition vers une vie plus normale, même si l'on sait que cela prendra du temps, et donner un coup de pouce à cette filière textile alsacienne qui a fait les beaux jours jadis de l'économie de notre territoire avant d'être abandonnée en rase campagne il y a plusieurs décennies. On a pu voir, à la faveur d'une visite de notre présidente Brigitte Kinkert et notre premier vice-président Rémi Witt à l'usine Emmanuel Lang de Hirzing, qui fournira 100 000 masques textiles en lin aux habitants du sud du département, qu'il y a pour cette filière textile à l'échelle du département du Haut-Rhin un véritable avenir et demain, pourquoi pas, des débouchés pour nos agriculteurs avec la culture du chanvre, de l'ortie et du lin. Préparer l'après-confinement, c'est aussi accompagner nos entreprises dans la reprise économique qui est nécessaire. Car il s'agit de tout faire pour sauver nos entreprises et par là même de sauver nos emplois. La mise en place du fonds résistance est une belle illustration d'une action collective, unie avec la région, le département et les EPCI. Nous sommes plus forts. Sachons être très rapidement réactifs et efficaces. Nous le devons à nos entreprises. Nous devrons aussi avoir une oreille attentive à nos associations qui font tant pour la cohésion sociale dans nos villes et dans nos villages et qui souffrent terriblement de l'annulation de nombreuses manifestations. Madame la Présidente, mes chers collègues, notre département a payé un lourd tribut à la pandémie.
Mais tous ensemble, nous avons su faire face, chacun à notre place, en puisant dans ce que nous avons de plus fort entre nous, cet esprit de rigueur et cet esprit de solidarité qui caractérise l'âme alsacienne. Nous réussirons, j'en suis sûr, non seulement à sortir de cette crise, mais à en sortir meilleur et plus fort. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Nicolas Gendaire, pour votre implication dans cette belle opération que nous menons aux côtés des EPCI. Un masque pour tous les Haut-Rhinois et votre implication dans cette filière textile Alsace qui, j'en suis convaincue, comme vous, a un réel avenir suite à cette crise. Je voudrais également à ce moment, Monsieur Nicolas Gendaire, que nous ayons tous une pensée et des vœux de prompt rétablissement pour un élu de votre territoire, Monsieur le député Jean-Luc Reitzer. Tous nos vœux de prompt rétablissement à Jean-Luc Reitzer. Alors, chers collègues, un certain nombre d'entre vous ont demandé la parole. Ils vont l'avoir évidemment tout de suite. Je voudrais simplement pour tout le monde, et notamment les collègues qui viennent, qui nous ont rejoints depuis le début de la réunion, vous préciser que le format de la séance nous impose que chaque participant demande la parole à travers la fonctionnalité « Lever la main » du logiciel Zoom. Voilà. Deuxième indication qui va de soi, c'est ce qu'on fait d'habitude. Chaque participant, avant de prendre la parole, attend que la présidente la lui donne. Mais c'est vrai qu'à distance, il faut être encore plus rigoureux. Je vous rappelle aussi, notamment pour les collègues qui nous ont rejoints, que conformément à la convocation qui vous a été adressée, vous avez été invités à communiquer vos demandes de parole préalables d'ici hier soir. Évidemment, il n'y a pas lieu de ne pas ensuite permettre à chacune et chacun d'entre vous d'intervenir librement au moment des débats sur les rapports. C'est juste pour permettre une meilleure organisation de la prise de parole. Alors, dans les demandes de parole que j'ai déjà, il y a monsieur Eric Stroman. Cher Eric Stroman, à vous la parole. Ah, il y a un problème de micro, Eric. L'active, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je ne veux pas rajouter aux propos de mes collègues qui évoquent tout à fait le ressenti des Haut-Rhinois et des Alsaciens sur le terrain. Notre collectivité a été très agile pour répondre rapidement aux situations qui se posaient. D'abord, en ce qui concerne le transport sanitaire, je crois que tout le monde a reconnu l'engagement de la présidente à cet égard et qui a d'abord été un exemple, puisque d'autres départements en ont profité, et surtout très efficace. Et ensuite également l'initiative concernant les masques, ça allait un peu dans tous les sens, et je crois que le fait que le département organise la distribution à son échelle, la commande et la distribution à son échelle est également une bonne chose, puisque ensuite ça va s'organiser autour des structures intercommunales. On a tous été choqués au début de la crise par ce qui se passait dans les EHPAD. C'est vrai que le Haut-Rhin a été très touché. Il faut quand même dire ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé nos anciens dans les EHPAD, faute de place dans les services de réanimation. Et il faudra à un moment quand même se pencher sur cette question. Pourquoi, dans notre département, on a laissé gérer la situation ainsi? Regretter aussi que l'ARS était quand même très peu présente sur le terrain, très peu réactive. Lorsqu'on demandait des masques aux alentours du 15, on les promotait le 20. Et en fait, ils ne sont parfois jamais arrivés ou alors très tard. Et il faudra aussi réfléchir à l'avenir sur notre mode d'organisation. Je crois que ces ARS, à ces grandes échelles, ne peuvent pas être des outils réactifs et que notre département, qui s'est engagé avec efficacité
sur le terrain qui concernait en réalité l'ARS devra peut-être, et la nouvelle structure qui est la collectivité européenne d'Alsace, devra revendiquer un transfert de compétences en matière de santé parce que c'est vraiment l'échelle la plus efficace et en tout cas la plus responsabilisante puisque le directeur de l'ARS ne rend compte qu'au président de la République. Si c'est des élus qui géraient directement les questions de santé, d'organisation de santé sur le territoire, on aurait certainement des réponses différentes. En tout cas, merci à toutes et à tous et merci à Brigitte pour cet engagement de tous les instants que tous nos concitoyens ont très largement relevé. Merci, chers collègues. Merci, Eric Stroman. J'ai une demande de parole de Madame Fatima Yen. Madame Fatima Yen. Si vous voulez bien activer le micro. Ah, pardon. Ouais. On ne vous entend pas, Madame Yen. Le micro n'est pas allumé. Bon. Oui, c'est bon. Merci, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je veux, comme les patients qui viennent de prendre la parole aujourd'hui, penser d'abord à toutes les victimes de la pandémie, dans notre département particulièrement touché, ainsi qu'à leurs familles. Dans le canton de Mulhouse-2, et particulièrement dans le quartier de Bourse-Villers, la maladie a pris un caractère catastrophique, avec des dizaines de morts. Des familles ont connu en leur sein plusieurs morts. C'est une situation jamais rencontrée dans notre mémoire personnelle. Oui, Bourse-Villers a été un cluster du Covid-19 particulièrement virulent et malgré cela, je peux dire que le vivre ensemble aujourd'hui n'est pas mis en cause par la population qui est toujours restée digne dans sa douleur et attentionnée au sort de chacun. Je veux ensuite rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont agi par leur métier essentiel, par leur engagement professionnel, aux bénévoles, à répondre quotidiennement à tous les besoins de vie et de survie des habitants. Nous ne saurons jamais assez les remercier. Je veux saluer l'action du département et l'autorité de sa présidente, ma chère Brigitte, pour avoir pris des mesures rapides et justes, telles que l'achat d'ordinateurs pour les collégiens, l'aide directe aux personnes en difficulté, la mobilisation des entreprises locales, notamment dans la production de masques, etc. Je sais aussi malheureusement que des familles n'ont pas pu bénéficier de certains services qui leur aient été destinés tout simplement par manque d'informations ou en raison d'informations qui leur sont arrivées trop tardivement. Il faudra demain améliorer toute la chaîne de l'information pour que les personnes déjà exclues et par leur situation ne leur soient pas encore plus excusez-moi parce que je suis un peu émue, de par leur éloignement de l'information. Il y a vraiment quelque chose à faire autour de cela, sinon nous aggravons encore plus les inégalités. Enfin, en tant que présidente de la 10e commission, je salue bien évidemment les services solidarité du département qui ont su adapter leur fonctionnement à la situation du confinement. Ce n'était pas facile, mais ils et elles l'ont fait. Je veux les en remercier. Et je conclus mon propos en disant qu'après cette crise sanitaire, plus rien ne sera et ne devra être comme avant. Ce qui nous a instruits, le besoin de faire émerger et d'accompagner nos ressources locales, les initiatives solidaires, le renversement de certains de nos priorités. Tout cela doit inspirer notre politique et nos actions de demain. Merci. Merci, chers collègues. Merci, Fatima Yen. Sachez, chère Fatima Yen, que nous partageons votre émotion. Vous êtes de
de nos collègues qui avaient été touchés par la maladie. Il n'y a pas loin d'une dizaine de collègues qui ont été touchés, dont certains, comme vous, très, très fortement. Alors, nous sommes heureux vraiment, chère Fatima, de vous retrouver parmi nous aujourd'hui. Merci et merci pour votre engagement. Je voudrais rebondir sur certains manquements que vous avez pointés du doigt. Je voudrais le faire moi aussi. Je n'avais pas l'intention, mais puisque vous le faites, je vais le faire aussi. Nous avons en effet, nous, département du Haut-Rhin, débloqué quelque chose comme 1300 ordinateurs pour les collégiens. Nous avons, avec nos équipes, commencé, en accord avec l'Éducation nationale, à les distribuer aux familles qui n'en disposaient pas pour les collégiens dans le secteur de Colmar. Et il était entendu que l'Éducation nationale se chargeait de distribuer ces ordinateurs sur l'ensemble du département. Je ne mettrai pas en cause l'éducation nationale locale, la DAZEN et Madame Maire avec qui nous travaillons très bien, je tiens à le souligner. Par contre, la DAZEN locale n'a pas eu les crédits ou le déblocage des crédits de l'éducation nationale du ministère juste pour livrer les ordinateurs aux collégiens. Et bien, du coup, c'est là aussi les services du département qui s'en ont chargés. Il y a de ce fait-là une grosse perte de temps aussi, mais en tout cas, une belle réactivité de la part de nos services. Alors, j'ai dans l'ordre de demande de parole, Monsieur Rémy Witt, Monsieur le Premier vice-président, et ensuite Monsieur Yves Emedinger. Oui, Madame la Présidente, je pense que je vais intervenir à la fin de la séance. Très bien. Parfait. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Donc, à présent, la parole est à Yves Emedinger et ensuite à Madame Marie-France Valla. Yves Emedinger. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, merci de me donner la parole. Je m'associe totalement aux remerciements et aux félicitations qui ont été exprimées avant moi. Il faut souligner effectivement l'action très, très, très engagée de la présidente, de Brigitte Klinkert, qui est remarquable et qui est d'ailleurs justement remarquée et secondée évidemment par d'autres collègues, mais également par l'administration départementale. C'est vrai que notre département, malheureusement, fait la une de l'actualité maintenant depuis des semaines et des semaines. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de correspondants de télé, de radio, de journaux sur notre territoire. Et évidemment, parce que nous avons été dès le départ et encore aujourd'hui dans une situation extrêmement tendue et dramatique sur le plan sanitaire et sur le plan, bien sûr, de l'émotion que cela produit auprès des familles, auprès des personnes. Et c'est vrai que cette image où on montre maintenant du doigt régulièrement le Haut-Rhin, mais toute l'Alsace, eh bien, forcément aura des répercussions sur une de ces activités économiques la plus importante, c'est-à-dire, bien entendu, le tourisme. Et c'est vrai qu'il va falloir reconstruire une image, et je crois que cela nécessitera la mobilisation des uns et des autres, parce que cette industrie du tourisme est fondamentale pour l'économie de notre territoire, et que bien, on sera presque les uns et les autres dans une forme de communication de crise pour rétablir l'image et pour redonner confiance aux uns et aux autres, de montrer que nous sommes un territoire sûr, même si nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais ça sera bien entendu un enjeu majeur des prochaines semaines et des prochains mois. Je veux dire aussi que un autre point sur lequel on a été effectivement malheureusement particulièrement frappé, c'est dans les EHPAD, ça a été dit, c'était une situation, et c'est encore une situation dramatique. On a effectivement laissé malheureusement mourir les personnes âgées comme ça un peu dans leur coin sans que les familles puissent y avoir accès. C'était le sens du courrier que j'avais envoyé à la présidente qui disait clairement que l'action du département avait été exemplaire, a été très forte, et ce n'est pas montrer du doigt le département, au contraire, je crois qu'il n'y a rien à dire sur ce qui a été fait par le département, mais cette question, ce qui s'est passé dans les EHPAD doit nous interpeller, pas au niveau uniquement départemental, mais au-delà, pour que plus jamais cela ne se reproduise, parce que c'est vrai,
que cette distanciation entre les familles et les anciens, le fait que les anciens soient comme ça, aient été délaissés et soient morts dans leur coin, c'était quelque chose, et c'est quelque chose d'humainement extrêmement difficile à supporter. Et je voulais le dire et le rappeler encore ce matin. Merci. Merci, chers collègues. Ce sont en effet deux points importants aussi. Sur le tourisme, comme vous le savez, nous aurons la semaine prochaine une deuxième commission qui va justement se pencher sur les orientations à donner à notre politique touristique, et notamment, mais pas seulement à travers l'ADT, en termes de communication, mais je pense vous proposer aussi, et certainement, puisqu'il faudrait qu'on le fasse à l'échelle alsacienne, d'accompagner les acteurs du tourisme alsacien. Quand je dis accompagner, ça veut dire accompagner financièrement aussi. Oui, point important aussi sur le tourisme, et c'est quand même une belle nouvelle aussi dans la crise, nos amis et partenaires allemands du Sud Baden m'ont déjà fait part de leur souhait de travailler avec nous dans l'après-crise et le tourisme pour faire une communication commune dans ce cadre. Sur les EHPAD, vous avez tout à fait raison. Je ne reviendrai pas sur les recommandations, contre-recommandations, normes et contre-normes édictées par l'État. Sachez que, et vous le savez, que notre ambition à tous conseillers départementaux, c'est d'être au plus proche de nos EHPAD, c'est deuxièmement aussi de tout faire pour que nos aînés ne soient pas, entre guillemets, les victimes de ce confinement, comme elles sont déjà victimes du Covid, d'où cette expérimentation de tests sérologiques que nous avons fait. Ce que je peux vous assurer, c'est que dès lundi, j'ai donné des recommandations dans ce sens aux directeurs d'EHPAD. Des tests PCR pourront faits à leur demande par nos laboratoires départementaux alsaciens, mais également par les laboratoires publics et privés de notre territoire. Merci, chers collègues. Je passe à présent la parole à Madame Marie-France Vallin. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, je suis très heureuse de vous retrouver, en particulier de retrouver les collègues qui ont été touchés par la maladie. Je m'associe bien sûr, Madame la Présidente, à l'ensemble de vos paroles adressées à tous ceux qui agissent au plus près des personnes qui souffrent ou qui nous permettent de vivre au quotidien, et tous ceux qui sont touchés dans leur chair. Mon intervention sera courte et aura pour objet principal de vous remercier pour le combat quotidien que vous menez pour soutenir notre territoire dans tous les domaines de compétences qui sont ceux du conseil départemental. Votre investissement est exemplaire et je voulais vous en remercier très sincèrement. Je voulais également profiter de cette commission permanente pour remercier les services pour leur accompagnement. Vous l'avez déjà fait, mais je crois que c'est important de le dire et de le redire. Et remercier aussi tous ceux qui sont disponibles dès qu'ils sont sollicités. Et je sais combien ils sont sollicités, plus particulièrement dans le domaine de la solidarité. Je l'ai fait moi-même, en particulier au sujet de l'EHPAD des Vosges, à Witzenheim, qui a été extrêmement touché. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des actions menées ou à venir. Je voudrais simplement vous remercier également, Madame la Présidente, pour la décision que vous avez prise d'organiser des réflexions sur les politiques que nous mènerons à la sortie de la crise sanitaire que nous vivons. J'espère de tout cœur que nous saurons infléchir nos politiques lorsque cela s'avérera nécessaire pour que la solidarité soit la plus efficiente au niveau de tout notre territoire. J'espère que nous serons en mesure de co-construire collectivement l'avenir de notre territoire avec l'ensemble des collectivités concernées, mais aussi avec les acteurs économiques du territoire et les associations. Les inégalités qui ont été mises en exergue pendant cette période nous obligent à la mise en place d'une intelligence collective, intégrant l'ensemble des acteurs du territoire. À nous de nous donner les moyens de les corriger. L'importance de la proximité est une fois de plus montrée et notre collectivité y prend sa pleine part. La coopération transfrontalière que vous avez réussi, Madame la Présidente, à mobiliser et, comme vous l'avez dit, des actions concrètes dans cette terrible période de crise est un premier pas très important qu'il nous appartient de poursuivre.
Donc, je ne vais pas être plus longue, mais je voudrais vous remercier toutes et tous pour tout ce qui a été fait et je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues. Merci, Marie-France Falla. Je m'associe aux remerciements que vous avez adressés à tous les collègues et je voudrais vous remercier, vous aussi, Madame Valla, pour votre engagement au quotidien dans cette crise et déjà aussi pour préparer l'après-crise. Je ne vois pas pour l'instant d'autres demandes de parole. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de passer à l'examen des rapports. Et je vais passer la parole à Pierre Bill, président de la 12e commission, qui va nous présenter 5 rapports. Je précise aux collègues rapporteurs qu'en fait, c'est le président de commission qui présentera également la délibération pour faciliter les choses compte tenu de Zoom et du fait que nous soyons en vidéoconférence. Voilà. Monsieur Pierre Bill, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, la 12e commission présente ce matin 5 rapports pour validation. Donc je ne vais que vous lire le résumé qui est encadré sur le document. Alors le premier rapport a pour objet de faire se prononcer les élus départementaux sur le caractère urgent de la convocation de la présente réunion du conseil départemental et de proposer l'adoption par l'Assemblée départementale du procès-verbal de sa séance plénière à huis clos qui s'est tenue le 6 mars 2020. Merci, chers collègues. En fait, j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. Ce n'est pas au rapporteur, mais c'est bien à vous, Président, et vous avez fort bien fait de lire le projet de délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur ce rapport? Ça n'est pas le cas. Du coup, je regarde juste les instructions qu'on m'a données, mais je pense que c'est comme d'habitude. J'ouvre le vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ça n'est pas le cas. Donc, le rapport est adopté. Je vous remercie. Et nous pouvons passer, Monsieur le Président Pierre Bill, au deuxième rapport. Voilà, donc le deuxième rapport a pour objet, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, d'une part, de rendre compte des diligences effectuées par la présidente du conseil départemental pour organiser à distance la réunion du conseil départemental et, d'autre part, de déterminer les modalités techniques des réunions du conseil départemental et de la commission permanente à distance. Merci, Monsieur le Président. Je crois que Madame Valla a souhaité s'exprimer. Madame Valla a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Ce sera très court. Je voulais simplement dire qu'effectivement, que si les commissions peuvent faire l'objet de consultations écrites, elles ne permettent pas vraiment un échange interactif de qualité. Et s'il était possible de privilégier les visioconférences ou au moins les audioconférences, cela permettrait de conserver un débat minimum qui me paraît indispensable à la bonne marche de nos instances. Voilà. Merci, chers collègues. Je partage tout à fait. Je pense que tous les collègues partagent. En fait, cette procédure avait été mise en place de réunion des commissions par transfert de rapports et donc des questions que vous posiez par écrit et des réponses écrites qui vous étaient données a été mis en place dans l'urgence de la crise pour continuer à avancer. C'est ça qui était important parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte et on a beaucoup parlé de la crise, de la gestion de crise jusqu'à présent ce matin, mais la vie normale, entre guillemets, et les projets que nous portons par ailleurs, eh bien, continuer à avancer au sein de nos services et je tiens à les remercier. Par contre, moi aussi, je tenais par exemple absolument que cette réunion de ce matin se passe en visioconférence. On y est, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
voire même. Je tiens à remercier notre service informatique. bien. À partir de demain, non demain, on est samedi, à partir de lundi, je vous annonce que toutes nos réunions, commissions, CP et certainement séances publiques, du moins en partie, se poursuivent en visioconférence. Je dis en partie parce que peut-être qu'au mois de juin, en fonction du déconfinement, on pourra peut-être au moins proposer une présence physique partielle aux élus. On verra, on en reparlera d'ici là. Mais donc, à partir de lundi, toutes les réunions, commissions, etc., en visioconférence. On me dit en audioconférence, moi je demande en visioconférence. Voilà, si possible en visio. En tout cas, on va faire au mieux. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Ça n'est pas le cas. Je mets le rapport aux voix. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Pierre Bill, on peut passer au rapport suivant, si vous voulez bien. Le troisième rapport a pour objet d'adopter une première série phare de mesures d'urgence destinées à accompagner prioritairement les acteurs du champ économique et du secteur social et médico-social qui relèvent des politiques départementales et se trouvent impactés par l'actuelle crise sanitaire. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Ça n'est pas le cas. Je mets le rapport aux voix. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Le rapport suivant, Monsieur Pierre Bill. Quatrième rapport a pour objet d'adopter des politiques départementales d'aide pour permettre réactivité et souplesse dans l'octroi des subventions départementales, et ce, dans le double objectif de pouvoir répondre aux besoins exprimés par les partenaires du département et de faire face à l'urgence rencontrée par certains. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a des demandes de parole. Ça n'est pas le cas. Je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Le cinquième rapport. Voilà, ce rapport a pour objet, conformément à l'article 1.3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie du Covid-19, de rendre compte des délégations exercées par la présidente depuis le 3 avril 2020 et d'arrêter l'étendue des nouvelles délégations qui lui sont confiées par le conseil départemental. Voilà, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Ça ne semble pas être le cas. Je mets le rapport aux voix. Vote contre. Abstention. Rapport adopté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Pierre Bill. Nous en avons terminé avec les rapports de la 12e commission et nous passons à la 6e et… Non, à la 2e, pardon. Le 6e rapport, mais c'est la 2e commission avec son président, Monsieur Nicolas Gendère. Cher Nicolas, à vous la parole. Merci Madame la Présidente. Nous l'avons déjà abordé dans nos propos introductifs respectifs. Ce rapport consiste à la contribution du département du Haut-Rhin dans le fameux fonds résistance. Dans le contexte exceptionnel de la crise sans précédent que traverse actuellement la France, les collectivités du Grand Est souhaitent se mobiliser conjointement pour apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée afin de répondre très rapidement aux besoins des entreprises et des associations de l'ensemble du territoire. Il est donc proposé dans le cadre de ce rapport la création d'un fonds résistance auquel le département du Haut-Rhin apportera une contribution de 1 526 400 € en investissement. Il est également demandé d'approuver la convention de participation au fonds résistance conclue avec la région, d'autoriser la présidente à la signer et de désigner des élus pour représenter le département au sein des comités des engagements créés dans le cadre du dit fonds. Les élus en question sont, sauf erreur de ma part, Pierre Bill, Rémi Witt et Lara Million. Voilà, c'est bien ça.
Je confirme. C'est l'inverse, Madame la Présidente. C'est Pierre Bill, Laramillon et Rémy Witt. Je suis le dernier suppléant. Exact. Désigne Monsieur Pierre Bill en qualité de titulaire, ainsi que Madame Lara Millon et Monsieur Rémy Witt en qualité de suppléant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de parole sur ce rapport? Ça ne semble pas être le cas. J'avais une demande proposée de prendre la parole, mais on peut le faire après avoir délibéré pour apporter quelques précisions sur le dispositif. D'accord. Non, c'est bien de faire peut-être avant le vote. Moi, Oui. Brigitte, j'avais. Et ensuite, Madame Valla, c'est ça? Ok, c'est comme. Enfin, j'avais demandé effectivement de prendre la parole à ce sujet. Oui, Madame Valla, pardon. Madame Valla. Pardon, merci. Merci beaucoup. Alors, je suis bien sûr tout à fait favorable à la contribution du conseil départemental à cette action en faveur des entreprises et des associations, essentiellement les petites entreprises et les plus grandes associations au vu des critères d'éligibilité, puisqu'il s'agit d'une avance remboursable pour couvrir les besoins en trésorerie. En termes d'organisation, il y a encore des choses à caler, mais ça, c'est quand même bien normal lorsqu'on considère la vitesse à laquelle l'action a été montée. Je suis favorable à l'instruction des dossiers par la SODIV et au soutien apporté par le département, car cette mission n'entre pas dans le champ de compétences habituelles de la SODIV. Je souhaite que nous puissions être informés régulièrement des dossiers déposés dans notre département et de la réponse apportée tant au niveau des entreprises qu'au niveau des associations. Je suis également favorable à l'ingénierie apportée par le département aux associations qui en feront la demande pour l'instruction des dossiers. Je voudrais en particulier remercier nos animateurs territoriaux pour leur implication dans le traitement de ces dossiers, de tous ceux qu'ils traitent d'ores et déjà. À ce sujet, je voudrais formuler une remarque et poser une question. Je ne connais pas le nombre d'associations employeuses orinoises. Les chiffres dont je dispose sont des chiffres nationaux. 200 000 associations employeuses correspondant à environ 1,5 million de personnel, de salariés, soit environ 800 000 ETP, puisqu'en fait, c'est souvent des emplois à temps partiel, et 85% de ces associations ont moins de 10 salariés. Je ne connais pas le nombre d'associations employeuses dans le Haut-Rhin, c'est donc ma question. Je voudrais souligner la difficulté qu'ont souvent ces associations pour finaliser des dossiers pour prétendre à des aides d'État. Quel serait le soutien potentiel que l'on peut imaginer pour elles, sachant que l'État ne met quasiment plus de contact humain à disposition pour déposer ces dossiers. Voilà, Madame la Présidente. Merci à vous, Madame Valla. Effectivement, vous vous étiez inscrite pour prendre la parole sur ce rapport. Désolée de ne pas vous l'avoir donné tout de suite. Sur le premier point, l'information des élus départementaux par rapport à ce fonds résistance. Nous serons donc représentés, et c'était ma demande, et plus que représentés, nous porterons aux côtés de la région ce fonds résistance et coprésiderons le comité d'engagement, les comités d'engagement dans le Haut-Rhin. Évidemment, il y a quelqu'un qui est sur la ligne, si vous voulez bien éteindre les micros, évidemment, les collègues des territoires concernés, puisque le département va être divisé en 3 territoires pour une instruction plus simple et plus rapide des dossiers. Ça se fera bien évidemment en parfaite coordination et information avec les conseillers départementaux du territoire. Soyez-en assurés. Alors, moi non plus, je n'ai pas le nombre d'associations aujourd'hui sous la main employeuse de notre département. Ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que nous allons, dans les jours à venir et dans les semaines à venir, mettre en place une série d'actions complémentaires à ce fonds résistance et complémentaires aux actions que l'État a déjà engagées, notamment en faveur des associations et des petites entreprises qui n'entrent pas forcément dans ces fonds qui sont déjà mis en place, et que, évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, lorsque je parle de proximité, nous avons des animateurs de territoire, des animateurs territoriaux qui doivent, avec les services centraux, être là pour répondre
aux interrogations et accompagner dans les dossiers qui doivent être remplis. Ce qui est clair, et ce que je peux vous assurer, c'est que pour le fonds résistance, c'est très simple, d'après ce qu'on me dit. Comme dossier, c'est très souple, très simple et peu volumineux. Je crois qu'il s'agit d'une ou deux pages simplement à remplir. Mais nous avons été vigilants à cela. Je vous remercie. Peut-être que Pierre Bill, d'ailleurs, peut nous en dire un petit peu plus, puisque Pierre Bill souhaitait prendre la parole pour nous en dire plus sur le fonds résistance. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, j'ai pu assister cette semaine aux premières réunions d'installation du comité d'engagement. Donc, je vous rappelle que, donc, effectivement, le département est réparti sur 3 secteurs, le Haut-Rhin Nord, Rhin-Vignoble Grand Ballon et Mulhouse Sud-Alsace. Donc, je représente le département sur les 2 premiers territoires, Haut-Rhin Nord et Rhin-Vignoble Grand Ballon. Et la Ramillon donc, a bien voulu représenter donc, le département sur le 3e territoire, Mulhouse Sud-Alsace. Alors, rapidement, je tenais à rappeler que c'est important, les entreprises ou associations qui souhaitent bénéficier du fonds résistance devront justifier donc au préalable qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'un prêt bancaire ni d'autres possibilités de financement. En fait, le fonds résistance est un dispositif un peu de dernier recours. Je pense que c'est important de le souligner. Ou alors, si les entreprises et les associations, si elles ont besoin d'un complément de financement et pour couvrir des besoins résiduels après mobilisation des autres dispositifs, donc peuvent bénéficier également du fonds résistance. Le fonctionnement, effectivement, a priori, est assez simple. Donc, 2 possibilités. Les entreprises s'inscrivent sur une plateforme qui est dédiée à ce dispositif, ou alors peuvent passer aussi par un référent, par le service économique de leur EPCI. Donc, à ces réunions d'installation était à chaque fois présente le président ou un vice-président délégué à l'économie et donc un agent de la collectivité qui sera donc le référent pour prendre en charge et commencer à instruire les dossiers. Donc, 3 secteurs, je l'ai souligné. Donc, il est prévu qu'il y ait une réunion par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, donc pour chaque comité d'engagement. Les réponses, normalement, doivent sortir dans les 8 jours, hein, donc très rapidement, avec un déblocage des fonds aussi qui est souhaité très rapide. Du point de vue communication, il y a un flyer qui est établi avec les logos de chaque collectivité participante. Et donc, c'est les EPCI qui, a priori, seront chargés d'informer les entreprises de leur territoire en rajoutant sur ce flyer donc, le nom d'une personne et ses coordonnées qui prendra en charge donc, les dossiers ou pourra conseiller donc, les entreprises ou les associations. Et enfin, comme Marie-France Vallat l'a souhaité et comme la présidente l'a souligné, je pense qu'il est important que nous restions en contact donc, avec les EPCI de notre canton pour suivre l'évolution de ce dispositif sur nos territoires. Pour ce qui nous concerne, je vais regarder, puisque pour l'instant, lors de la première séance, nous n'avions pas de rapport à valider. Mais dès que les premiers rapports nous parviendront, on regardera avec les services pour vous communiquer à la fois le nom des demandeurs, donc entreprises ou associations, et quel a été le sort réservé donc, lors de l'instruction du dossier, donc à leur demande. Voilà ce que je voulais préciser, Madame la Présidente. Merci Pierre Bill. Monsieur Yves Emedinger a demandé la parole également. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai que c'est un bon dispositif parce qu'il vient en aide à des petites structures économiques et des petites entreprises et à des associations qui en ont bien besoin, mais je crois qu'il faudra vraiment être très attentif dans les comités d'engagement parce que, comme le disait Pierre à juste titre, c'est un dispositif de dernier recours. Ça veut dire que ce sont des entreprises ou des associations qui n'auront pas eu de prêt bancaire, pas d'intervention BPI et autres. Et donc, si elles n'ont pas eu ces aides, ces soutiens,
c'est qu'ici ou là, il y a éventuellement des raisons. Donc, il faudra vraiment être très attentif parce que ce sont des avances qui sont des avances de trésorerie et que ces avances devront être à un moment donné récupérables. Donc, il faudra vraiment, je pense, dans les comités d'engagement, faire de la dentelle et examiner de très près chaque dossier avec beaucoup de réflexion. Merci à vous. Alors, j'ai d'autres demandes de parole avant de… évidemment, Yves Médinger, on va faire confiance à nos collègues, hein, mais vous faites bien d'appeler notre attention sur le point que vous avez soulevé. Alors, j'ai des demandes de parole, Monsieur Alain Couchot et ensuite Monsieur Eric Stroman. Alain Couchot. Et il y a encore… Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas très bien compris quels étaient les critères d'éligibilité du fonds. Je pense en particulier à une association mulhousienne qui s'investit énormément en ce moment dans la fabrication industrielle de masques et qui aurait précisément des besoins d'avance de trésorerie, qui s'appelle la Petite Manchester. Est-ce que ce type d'activité est éligible au fonds résistance? Monsieur le Président Gendère ou Pierre Bill? Je veux bien. Alain, tu trouveras dans le rapport, dans le détail, les bénéficiaires qui sont éligibles donc, à l'aide, hein, et notamment, donc, il y a deux rubriques, celle qui concerne les associations, les groupements d'employeurs associatifs qui mettent à disposition des emplois auprès du tissu associatif, et l'autre volet, c'est donc les entreprises et activités marchandes. Alors, je peux te les résumer ou te les citer rapidement. Donc, le siège doit être situé en région Grand Est. L'association doit employer à minima un salarié. L'activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la jeunesse, de l'éducation, de l'environnement, de la santé, de l'éducation populaire, de l'innovation sociale, de l'insertion et la formation professionnelle, de l'insertion par l'activité économique ou disposant d'une reconnaissance, soit en tant qu'établissement et service d'aide par le travail, soit en tant qu'entreprise adaptée. Il faut qu'elle puisse justifier d'une part significative des recettes, donc une perte de 50% au cours du mois de mars ou sur les 60 jours précédant le dépôt de la demande, que cette perte est affectée par la crise sanitaire. Donc, comme le disait Yves Médinger, là où le comité, comme le disait Yves, là où le comité doit être, à mon sens, effectivement vigilant, c'est que nous risquons d'avoir des entreprises qui étaient déjà en grande difficulté bien avant le démarrage de la crise. Et donc là, pour être éligible, il est bien précisé que la baisse des recettes doit exister donc, depuis le démarrage de la crise sanitaire. Et puis donc, on ne pourra pas tenir compte des difficultés financières que connaissaient les entreprises ou les associations en fin d'année dernière, par exemple. Donc, il faut disposer d'un numéro SIRET. Et puis donc, comme on l'a souligné, ces associations doivent également justifier qu'elles ne peuvent pas obtenir de prêts bancaires et aussi qu'elles ne sont pas éligibles au financement qui sont opérés donc, via une association qui s'appelle France ou Alsace Active, donc, qui est là un petit peu comme la SODIV, c'est l'équivalent de la SODIV, qui va instruire les dossiers et qui a un petit peu apporter aussi du soutien à ces entreprises. Voilà, Alain, mais tu trouveras aussi, donc il y a une partie des entreprises qui ne sont pas, qui sont exclues du dispositif. Alors, je ne veux peut-être pas être trop long, mais tu trouveras tous les détails dans le rapport donc, de la deuxième commission. Merci. Merci, Pierre Bill. Alain Couchot, c'est bon, la réponse vous satisfait? J'en profite pour vous remercier aussi, Alain Couchot, pour votre investissement fort dans cette crise et notamment auprès de nos aînés et des EHPAD. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Eric Stroman. Oui, en termes d'organisation pratique, alors c'est vrai que ça va être des entreprises fragiles, mais il peut y avoir des entreprises qui, dans ce contexte, peuvent être fragiles, mais avec des dirigeants très sérieux. Et inversement, hein, on peut avoir des dirigeants pas très sérieux et le comité d'engagement ne connaît pas forcément la situation de ces gens. Est-ce qu'il ne serait pas possible pour chaque conseiller départemental d'envoyer les demandes en cours sur son canton, déjà pour voir ce qui se passe,
et ensuite pour vous faire remonter nos avis. Hein. Lorsqu'on a affaire à des gens qu'on sait qui sont régulièrement en difficulté ou alors qu'il y a une absence de sérieux, on pourra vous alerter. Inversement, et j'en connais, on a des entreprises qui rencontrent de grosses difficultés, mais avec des dirigeants qui en veulent et qui veulent surmonter cette crise, et on pourra aussi vous apporter des arguments. Alors, je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais juste de nous envoyer les demandes en cours pour qu'on puisse vous alerter sur un point ou un autre. Oui, Eric. Donc, Pierre Bill, et puis je compléterai tout à l'heure. Pierre Bill, oui. Oui, donc techniquement, je pense que ça sera possible et personnellement, j'y suis favorable. Hein. Et donc, on va le mettre en route. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on souhaite être rapide et efficace et donner des délais. Non, mais avant la commission, quoi. Voilà. Juste donc, je ne dis pas le montant parce que théoriquement, d'après la réglementation, vous êtes tenu au secret bancaire, là, ce que vous faites, quoi. Il faudra que les gens restent quand même très discrets par rapport aux engagements pris. Vous êtes tenu au secret bancaire, mais n'empêche, si on peut avoir l'information pour vous alerter sur un dossier qui peut être… parce que vous savez, moi, j'étais banquier dans une vie passée, je faisais plus confiance aux gens qu'au bilan. Hein. Oui, tout à fait, oui. Je crois que c'est une discussion d'entre banquiers, là. Ancien banquier, Eric en quelque sorte, oui. Mais l'idée, c'est effectivement, et on regardera comment techniquement on peut le mettre en route, c'est de vous tenir informé donc sur le territoire, sur chaque canton, et puis aussi, de vous demander votre avis et de nous faire remonter vos réflexions ou votre avis sur les dossiers. Voilà, justement, je demandais au service, je vois qu'Eric Stroman a redemandé la parole, je demandais au service justement à Madame Tachon, qui est à mes côtés, qui instruit les dossiers, ce sont les EPCI, mais je pense qu'il y a moyen avec les EPCI, justement, c'est la proximité de vous passer les demandes qui réceptionnent. Oui. Sans alourdir les démarches, évidemment. Pierre Bill et Eric Stroman. Encore une petite précision. Donc, nous, les représentants du comité d'engagement, donc moi-même et Lara Millon, nous aurons 1 ou 2 jours avant la réunion du comité d'engagement les dossiers qui vont être présentés. Donc, on aura les informations 2 jours avant la réunion. Et donc, il faudra voir comment, dans ce délai-là, on peut interroger nos collègues conseillers départementaux pour qu'ils nous donnent un avis. Et notamment, si c'est un dossier qui risque de ne pas passer. Bon, les dossiers qui passent, c'est peut-être pas la peine d'eux. Enfin, on verra aussi en fonction du nombre de demandes. Hein. S'il y a peu de demandes, on peut interroger systématiquement. Par contre, s'il y en a beaucoup, on a toujours ce délai de réponse à respecter qui va nous contraindre. Merci. Eric Stroman a redemandé. J'ai oublié de rabaisser la main. Très bien. J'ai dans l'ordre Madame Millon et ensuite Madame Valla, toujours sur ce rapport. Oui. Madame Millon. Merci, Madame la Présidente. Déjà très heureuse de toutes et tous vous retrouver. Oui, 2-3 précisions, mais beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, c'est le dernier recours, comme l'a dit Pierre et Nicolas. Et en fait, c'est une avance, comme l'a dit Yves Madinger, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir peut-être accompagner les entreprises, parce que c'est ce qui a été demandé lors du comité d'engagement, c'est aussi accompagner les entreprises et les associations qui ne pourraient pas avoir droit à ce fonds, parce qu'on est quand même là en termes d'accompagnement, donc on est aussi en train de réfléchir à ces dispositifs. On a de très très bons liens avec les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Moi, lors du premier rendez-vous et du premier comité d'engagement du Fonds de résistance Sud-Alsace, vraiment les EPCI en lien avec le département bien sûr et la région Grand Est, eh bien, se sont saisis de ces dossiers, et comme j'entendais certains poser la question, il ne faut pas hésiter aussi de nous faire parvenir les demandes que vous avez des associations, des entreprises, pour peut-être que ça aille plus rapidement et qu'on puisse bien entendu accompagner tout cela. Ça a été ma demande, et Pierre Bill aussi dans ses comités d'engagement, mais notre demande a véritablement été auprès de la région Grand Est d'avoir une liste des entreprises et des associations, là par département, avant la réunion, bien sûr,
pour que l'on puisse à un moment donné déjà vous solliciter ici ou vous informer, et de surcroît après le comité d'engagement pour que vous puissiez savoir quelles ont été les entreprises et les associations du canton qui ont reçu l'aide et celles qui, à la rigueur, n'ont pas reçu l'aide. Donc nous, on a demandé, on a posé cette question au niveau de la région Grand Est. Ils vont regarder comment ils peuvent faire en lien, parce que c'est quand même eux qui centralisent tout, en lien avec bien sûr les EPCI et le département. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour ces précisions, Madame Millon. Et nous sommes tous heureux aussi de vous retrouver parce que vous aussi, vous avez payé un lourd tribut personnel. Et voilà. En tout cas, à vous aussi, bon rétablissement, mais on est heureux de voir que ça va beaucoup mieux. Merci. Madame Valla. Oui, merci Madame la Présidente. Oh, juste une question, en fait, ce sont des associations ou des structures qui ne sont pas associatives, qui peuvent être des entreprises, c'est des structures d'insertion. Et je sais que le conseil départemental est tout à fait attentif à la santé de ces structures, mais je crois que c'est important, dans le cadre de la solidarité, effectivement, de bien accompagner ces structures d'insertion qui sont au plus près des personnes les plus vulnérables. Et je crois que c'est bien, mais voilà, je crois qu'elles ne participent pas à ce dispositif. En tout cas, je crois que le conseil départemental y est attentif et c'est très bien. Voilà, excusez-moi, je n'arrivais plus à me donner la parole moi-même. Voilà, merci pour cette intervention, Madame Valla. Il faut effectivement qu'on y réfléchisse. Ça fait partie justement des autres actions qui doivent être envisagées par notre Assemblée et ça sera dans le cadre de la 10e commission que ça va se faire. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je ne me trompe pas. Dans ce cas-là, je vais vous proposer de voter le rapport. Madame la Présidente, oui. C'est Philippe Trimaille. Est-ce que je pourrais intervenir? Avec plaisir. Alors, désolé, je n'ai peut-être pas identifié la bonne icône pour lever la main. Je n'ai pas encore trouvé, mais on va s'améliorer. On s'améliore tous, moi aussi. Vous voyez, j'arrivais même plus à me donner la parole moi-même. Voilà. Bon. D'ailleurs, une petite remarque à part. Le contexte de cette crise sanitaire nous amène à revoir nos façons de faire et de communiquer à distance que l'on pourra, je crois, employer encore une fois qu'on sera sorti de la crise, parce que je remarque qu'il y a quand même beaucoup de réunions que l'on fait en se déplaçant, beaucoup à Strasbourg en particulier, et que l'on pourrait très bien faire en visioconférence. Donc je pense que là aussi nos manières de faire vont évoluer. Concernant donc le domaine économique, je voulais quand même apporter une précision en étant étonné qu'on ne l'ait pas mentionné, à savoir que nous disposons quand même d'un outil qui est très performant pour accompagner les entreprises et qui est l'ADIRA, que l'ADIRA est pleinement impliquée dans le dispositif dont nous venons de parler et que les entreprises qui connaissent des difficultés et dont on a parlé tout à l'heure étaient déjà éventuellement en difficulté, ont totalement vocation à être accompagnés par l'ADIRA. Donc c'est un outil que l'on a la chance d'avoir et qui est pleinement impliqué dès à présent, évidemment, et qui continuera à être pleinement impliqué auprès des entreprises. Je souhaitais quand même le rappeler. Merci, Monsieur le vice-président de l'ADIRA, de l'avoir rappelé. Merci, cher Philippe. Je partage tout à fait les deux remarques qui sont les vôtres, et notamment en termes de réorganisation. Je partage le fait qu'il faudra beaucoup plus à l'avenir, crise ou pas crise, eh bien qu'on fasse des réunions par visioconférence. On gagnera et du temps et de l'argent. Pas d'autres prises de parole sur… Voilà, dans ce cas-là, je vous propose de mettre le rapport aux voix. Donc, sur la participation financière du département au fonds résistance à hauteur de 1 526 400 € et de désigner M. Pierre Bill en qualité de titulaire ainsi que Mme Lara Millon et M. Rémy Witt en qualité de suppléants pour nous représenter au sein des comités d'engagement. Qui est-ce qui est contre?
Qui est-ce qui s'abstient? Rapport adopté. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme des rapports, mais je crois qu'il y a encore des prises de parole, notamment Monsieur le Premier vice-président qui nous disait en introduction qu'il souhaitait intervenir en fin de séance. Cher Rémi Witt, Monsieur le Premier vice-président. Oui, Madame la Présidente, merci. Merci de me permettre cette faveur d'intervenir en fin de séance, même si plusieurs collègues se sont déjà exprimés pour vous témoigner leur reconnaissance. Néanmoins, permettez-moi au nom de l'ensemble des collègues de vous remercier, Madame la Présidente, chère Brigitte, pour ton investissement au quotidien et pour ton engagement de chaque instant, quasiment jour et nuit, depuis le début de cette épidémie, pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui se sont posés, tant ce virus a pris toutes les instances au dépourvu. Mais je voudrais aussi et surtout, chère Présidente, vous remercier pour l'anticipation, je dis bien pour l'anticipation dont vous avez fait preuve. Que ce soit pour l'obtention des lits supplémentaires auprès de nos voisins allemands et suisses, cela a été déjà largement évoqué, que ce soit pour l'obtention des matériels nécessaires et manquants pour nos soignants dans les hôpitaux, les EHPAD, nos personnels et les services sur le terrain, que ce soit des masques, blouses, gants ou gel, etc., que ce soit pour les tests, que ce soit encore tout récemment pour les masques, pour la sortie du confinement. Je crois, Madame la Présidente, chère Brigitte, pouvoir dire que j'ai été le témoin de ton combat acharné et permanent, tant auprès des instances gouvernementales qu'avec les services administratifs de l'État, pour apporter les meilleures conditions de travail pour nos soignants et obtenir les matériels indispensables pour lutter efficacement contre ce virus. Aussi, chère Brigitte, au nom de mes collègues, je voudrais tout simplement formuler un seul mot. Merci. Merci, chers collègues. Merci, cher Rémi Witt. Permettez-moi de vous dire que je suis juste dans mon rôle et c'est la mission aussi que chacune et chacun d'entre vous m'a confiée. J'ai besoin de vous, de chacune et de chacun d'entre vous. Le département a besoin de vous, de chacune et de chacun d'entre vous, parce que c'est uni qu'on va s'en sortir et c'est uni qu'on se relèvera. Je voudrais vous remercier tous et plus particulièrement vous, Monsieur le Premier vice-président, qui étiez toujours présent, vous aussi presque jour et nuit à mes côtés pour nous soutenir, nous accompagner, nous, avec les services départementaux dans nos actions. Merci à vous, Monsieur le Premier vice-président, et chacune et chacun d'entre vous, chers collègues conseillers départementaux, pour votre engagement de tous les instants sur le terrain, hier, aujourd'hui, mais aussi demain. Avant de clôturer notre séance, est-ce qu'il y a encore des collègues qui souhaitent prendre la parole sous point divers? Monsieur Lucien Muller. Vous avez la parole, Lucien Muller. Si je m'associe à tous les remerciements donc, pour toutes les actions qui ont été menées au sein du département, aussi bien par les élus que par nos collaborateurs. Moi, j'aurais juste une petite question, d'ailleurs, par rapport à une des actions qui a été menée actuellement par le département, à savoir un masque pour tous pour donc, nos habitants. En fin de compte, c'est que pour que tout le monde fasse un peu la même chose. Et je viens au fait, c'est que
on entend un peu de tout parmi des spécialistes. Vous savez bien que dans cette crise sanitaire, il y a tout le monde dit un peu de tout. Et c'est par rapport à la distribution de masques pour les enfants. Alors, à partir de quel âge, oui ou non, faudrait-il donner un masque? Est-ce qu'on peut demander ça à quelqu'un pour que les mères, là je parle également en tant que mère, quand on distribue, pour que peut-être tout le monde applique, entre guillemets, la même norme? Alors, mon cher collègue, je vous dis les choses comme elles sont. Je ne sais pas, et je ne sais pas si quelqu'un sait à partir de quel âge il faut ou pas mettre un masque aux enfants. Si vous le permettez, chers collègues, on a l'habitude d'être pragmatique au sein de notre assemblée. Là aussi, soyons pragmatiques. Vous le savez, je suis très en lien, par exemple, avec le maire de Freiburg. Le maire de Freiburg ne distribue pas de masques à ses administrés, mais il leur dit dans des messages vidéo et autres, voilà un masque. Les masques vont être obligatoires pour sortir dans les lieux publics, dans les transports, en Allemagne aussi, dans d'autres villes. Fabriquez-vous vos masques. Voilà. Nous avons pris l'initiative, et je vous remercie, chers collègues, d'avoir accepté de le faire, de commander en lien avec l'association des maires et avec le cofinancement des EPCI, un masque pour chaque Orinois. Donc notre commande se monte à 770 000 masques, 700 000 à ce qui était le pôle textile Alsace, qui est Baral maintenant, et 70 000 à l'entreprise Lang de Hirzing. Ces masques vont être distribués à partir du 5 mai, mais avec un approvisionnement qui va être échelonné, le 5 mai, le 11 mai et jusqu'au 18 mai. Vont être livrés donc dans les EPCI. Je rencontre d'ailleurs cet après-midi les présidents des EPCI du Haut-Rhin pour justement organiser cette livraison, le cas échéant aussi pour les rassurer sur les délais de livraison. Et dès que nous aurons eu cette réunion, je vous informerai également de ce que nous aurons décidé concrètement tout à l'heure avec les présidents d'EPCI. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à la question qui est la vôtre, cher collègue, cher Lucien Muller, là aussi, soyons pragmatiques. Il y aura des masques. Oui, Masques, on pourra raccourcir les élastiques et donc pour les utiliser chez des enfants plus jeunes. Je vais voir s'il existe là des normes, des directives de l'administration, mais j'ai envie de dire, on peut peut-être faire aussi. Ouais. Et cette commune, Eric Stroman, elle est calculée comment? Eric Stroman, tu nous parles ou tu es sur une autre conversation? Et donc, j'ai envie de dire, soyons pragmatiques et débrouillons-nous avec les masques qui vont vous être livrés et puis avec les masques qui sont fabriqués ici ou là dans différents ateliers et par des particuliers. Je n'ai pas d'autre réponse à vous faire aujourd'hui, Lucien Muller. Vous avez redemandé la parole, Monsieur Muller? Non. Voilà. On va essayer de se renseigner. S'il y a une réponse officielle, on vous la passera. Mais je pense qu'on peut se débrouiller avec les masques qu'on aura. Et il y en aura un par habitant, je vous le confirme. D'autres demandes de parole? Ça n'est pas. Oui, moi je souhaiterais juste apporter un point de vue. C'est qui? Vincent. Vincent Hagenbach. Vincent, ravi de te retrouver aussi, puisque Vincent, tu as aussi été l'un de ceux qui a subi cette maladie, ce virus. On est heureux de te revoir enfin. Merci Madame la Présidente. Moi, bien sûr, je m'associe à toutes les félicitations, tous les remerciements qui ont été apportés à la Présidente. Je voudrais juste rajouter 2 points. Concernant les masques qu'évoquait Lucien, de toute manière, il ne faut pas se faire d'illusions. Les parents n'accepteront pas que les enfants n'aient pas de masque, qu'il soit nécessaire ou pas. Donc, de toute façon, je pense qu'il faudra en fournir un, même aux plus petits. Deuxième point, il faudra qu'on ait un point de vigilance en termes de communication pour bien faire comprendre à nos habitants que ce n'est pas parce que le 11 mai, et je pense que Marc Chitli notamment sera d'accord avec moi, ce
Ce n'est pas parce que le 11 mai, il y aura déconfinement et que les gens seront équipés d'un masque que ça réglera l'ensemble des problèmes. Il faudra vraiment qu'il y ait une communication de notre part en expliquant bien que seule la distanciation sociale, même avec les masques que nous fournirons, sera la seule solution et qui permettra véritablement d'éradiquer la crise. Dernier point que je voudrais évoquer, je crois qu'à un moment donné, on est quand même très gentil avec notre État, qui, le moins qu'on puisse dire, aujourd'hui encore, après plus de 6 semaines de confinement, n'est pas en capacité de fournir de manière suffisante et sans questionnement, avec des contingentements très, très contraignants à nos personnels de santé en médecine de ville, mais également aux éboueurs, à toutes les personnes qui ont fait que la société a pu continuer de vivre. Il y a encore aujourd'hui des difficultés ou pour les malades qui sont atteints de dialyse, de diabète, etc., qui courent après les masques. Il y a aujourd'hui encore, après 6 semaines, on n'a pas le stock de masques qui serait nécessaire et indispensable. Et ça, franchement, moi, je veux bien que c'est une première fois qu'on est confronté à une crise pareille. À un moment donné, 6 semaines après, il y a quand même un vrai problème dans l'apport que notre État a pu avoir à sa population, honnêtement. Merci Vincent Agonbar. Et en cela, tu rejoins la plupart des collègues qui se sont déjà exprimés et qui disaient faisons plus confiance aux collectivités, faisons enfin confiance à la proximité. Yves Médinger ? Oui, très rapidement, mais c'est ce que je voulais dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le collègue Vincent. On est quand même le pays d'Europe, l'un des pays d'Europe qui dépense le plus au niveau de l'État. On est l'un des pays d'Europe les plus endettés. On est l'un des pays d'Europe qui taxe le plus les contribuables, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Et on est incapable, effectivement, 6 semaines après le début de cette terrible crise, eh bien, à la fois le débat sur l'histoire des masques, mais également des respirateurs, les places dans les hôpitaux. Heureusement, il y a les collectivités locales. Je pense que ça pose d'ailleurs un problème général. Aujourd'hui, on voit bien ce qu'on dit les uns et les autres, d'ailleurs depuis longtemps, que cette forme d'organisation centralisée à Paris ne peut plus fonctionner. La crise actuelle ne fait que démontrer malheureusement cette situation. Il faut en effet faire plus confiance aux collectivités locales. C'est quand même paradoxal que ce soit aujourd'hui le département et les autres collectivités qui soient à la manœuvre, alors qu'on a cessé ces dernières années de réduire les marges de manœuvre, notamment des départements, d'essayer de les encadrer le plus possible, de les appauvrir. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas la réaction des départements, des EPCI, des communes et des régions, eh bien, on serait encore dans une situation beaucoup plus catastrophique. On espère tous, et bravo pour cette initiative, effectivement, entre le département et l'association des maires du Haut-Rhin, relayée par les EPCI de tout le département d'ailleurs, pour les masques, parce que avec le déconfinement annoncé pour le 11 mai, qui ne veut pas dire un relâchement, parce que sinon on retomberait vite dans une catastrophe, et avec le risque exprimé d'ailleurs par les scientifiques de rebond, qui serait dramatique pour la santé, mais également pour notre économie. Eh bien, on espère tous, mais la présidente s'est, semble-t-il, engagée là-dessus, à ce qu'on les reçoive avant le 11 mai. Alors, chers collègues, merci pour votre intervention. Vous avez reçu les 34 conseillers départementaux du Haut-Rhin et les présidents de PCI aussi, toutes les informations, du moins celles qu'on a jusqu'à présent, relatives à la livraison des masques, à savoir qu'il y aura, comme je le disais à l'instant, une première fournée qui sera livrée d'ici le 5 mai au plus tard, une deuxième d'ici le 11 mai au plus tard, et la totalité d'ici le 18 mai au plus tard. Voilà, sachant aussi, et vous le savez tous, que le déconfinement se fera peu à peu, pas du jour au lendemain, très certainement. Et on sait aussi qu'un masque ne suffit pas aux personnes, mais voilà, c'est déjà un masque. Et puis après, et je l'ai dit aux présidents de PCI et autres qui ont commandé déjà 2 masques, les fabricants, le pôle textile Alsace, fournit un premier masque et puis ensuite il y aura une livraison d'autres masques. Il me semble qu'il y avait encore une demande de parole. Oui, moi aussi, Madame la Présidente. Dany Adrien. Oui, merci. Daniel, on est heureux de te retrouver aussi. Tu as subi peut-être
intervention chirurgicale hier, mais tout va bien, je crois. Je vais bien. Merci, Madame la Présidente, chère Brigitte. Et je salue bien sûr tous mes collègues. Je suis vraiment heureux de vous voir et je vous dis franchement, même si je partage aussi l'avis de notre collègue Philippe, je suis aussi très heureux de vous retrouver à Colmar. Hein, ça, c'est évident, quoi. Bien. Donc, hier, j'ai fait un essai de masque. C'est un peu loupé. J'ai que la moitié du visage. Voilà. Pour ceux qui sont médecins, j'ai subi une intervention. On m'a enlevé une tumeur, donc un carcinome basocellulaire à Colmar, hier, au Pasteur. Et j'ai encore mon premier pansement qu'on va m'enlever ce soir. Voilà. Mais et je vais avoir des pansements pendant 1 mois non-stop pour que tout ça, ça se fasse. Voilà. Mais je n'ai pas pris la parole pour parler de moi. 2 points. Le premier point, 3 points. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont travaillé. Merci à vous, Madame la Présidente, par rapport à cet engagement. Rémi aussi, si tu as été tout le temps à côté, c'est que tu as passé ta vie au conseil départemental. Voilà. En tout cas, un grand merci. Et c'est vrai que ceux qui ont été touchés, dont je fais partie, mais c'est plutôt mon épouse qui a été plus sérieusement touchée, c'est vrai qu'on vit ça un peu différemment. Et je me rends compte en tant que maire, finalement, qu'il y a presque aujourd'hui 3 mondes. Ceux qui ont été touchés, qui ont une approche, ceux qui ne l'ont pas été du tout et qui font attention, et puis ceux qui, excusez-moi de le dire un peu sèchement, s'en foutent à aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les communes, on a de plus en plus de mal, dans la mienne notamment, à faire respecter ce confinement. Ça commence à bouger d'un peu partout, les conditions climatiques aidant. Hein, voilà. Alors, un point quand même sur la reprise des cours. J'ai dû m'absenter parce que mon médecin de famille est venu tout à l'heure. Et avez-vous parlé de la reprise des cours? Je sais que ce matin, notre président des maires du Haut-Rhin rencontre avec des élus, Madame maire, et le gestionnaire du lycée-collège dont je suis aussi a bossé avant-hier matin avec le chef d'établissement. Je vous dis honnêtement, on ne sait pas comment on va reprendre tout cela. Et à aujourd'hui, mon point de vue perso par rapport à mes engagements maire et gestionnaire, ce serait plutôt de dire que ce serait une bonne chose de reporter tout ça en septembre. Et surtout, on le voit encore entre nous, de faciliter et de pousser nos jeunes à travailler à travers l'informatique, chose qui s'est faite et qui pourrait peut-être se renforcer. Mais en tout cas, reprendre dans ce système de confinement les cours, dur à organiser et voir comment faire. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter. Merci, chers collègues. Je pense que vous n'étiez pas encore avec nous ce matin en début de réunion. Je disais qu'une réunion est organisée à 10 heures, donc une réunion est en cours avec Madame maire, la DAZEN, les représentants de l'association des maires et Pierre Foch qui représente le conseil départemental. Et donc, nous en saurons certainement plus d'ici midi, d'ici cet après-midi. Moi, je ne sais que les déclarations qui ont été faites jusqu'à présent avec les rentrées, entre guillemets, rentrées des classes échelonnées. Madame maire nous parlait il y a 2-3 jours de faire des groupes par 10 élèves. Voilà, enfin, je pense que ça va être très compliqué. Attendons que cette réunion de ce matin se soit tenue et nous en saurons plus. Okay. Je voudrais juste, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, vous remercier, chers collègues, d'avoir assisté à cette première réunion par visioconférence, mais je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Vous remercier encore une fois pour votre engagement à nos côtés. Quand je dis à nos côtés, c'est aux côtés de la présidente et aux côtés des services. Ah oui, Dany, le premier vice-président n'était pas à côté de moi physiquement au conseil départemental. Hein. C'était par téléphone et de temps en temps par visioconférence. Bien sûr, c'était aussi une boutade, cher président. Oui, on avait compris. Hein. Je crois que ce que je retiens aussi de ce que vous avez tous dit, c'est que les collectivités locales et notamment les départements et notre département a compensé dans cette crise et continue de compenser les rigidités de l'État. Nous avons compensé cette rigidité par
la souplesse, par l'agilité et par l'efficacité qui est la nôtre. Moi, ce que je retiens surtout de cette crise, c'est l'extraordinaire chaîne de solidarité que nous avons connue dans notre département, entre élus, collectivités, représentants de l'État aussi, il faut le dire, les associations, les chefs d'entreprise, les citoyens, les soignants, les médecins, etc. Et ça, c'est, voilà, je pense que ça aussi, il ne faudra pas l'oublier et que cette chaîne de solidarité puisse continuer. Chers collègues, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais à présent clôturer notre séance en vous remerciant, en remerciant les services, Madame Tachon qui représente les services à mes côtés, et remercier également les journalistes qui ont assisté à cette séance. Je vous souhaite encore une bonne journée. Nous aurons, chers collègues, une commission permanente par visio, bien sûr, le 15 mai prochain. Ça sera après le déconfinement, mais je pense, ceci étant, qu'il est encore plus sage de rester en visioconférence le 15 mai prochain. Belle journée à tous et je l'espère à très vite. C'était un bonheur que de vous revoir tous. À bientôt. Au revoir, Merci, chers collègues. merci. Au revoir, mesdames. Au revoir. Bravo. Bravo à vous. Ouais, bravo. Comment on déconnecte?